Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce webinaire. Donc, il y a pour thème, vous le voyez à l'écran, Audacia, la révolution Deep Tech. Donc, ce webinaire, il sera présenté par le Charles Becbéder, donc, qui est le PDG d'Audacia, et Olivier Tonneau, qui est le gérant du fonds Canto Nation. Voilà. Donc, je serai simplement l'intermédiaire entre vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat, bien évidemment. Et donc, les dirigeants, Charles et Olivier. Voilà, donc bien évidemment, je pense que vous posez tous la question, qu'est-ce que c'est que la deep tech? On en parlait un tout petit peu tout à l'heure en préambule. Donc, Charles, Olivier, vous allez nous donner peut-être une petite définition, nous faire peut-être un historique un tout petit peu quand même d'Audacia, leur métier. Voilà, dans quoi on peut appliquer la deep tech. Je crois qu'on parle aussi de quantum computing, enfin bref. Vous allez nous expliquer tout ça, d'accord? Et puis bien évidemment, il me semble qu'il y a un nouveau fonds qui va être lancé. Et donc, voilà, tout simplement. Ben, écoutez, allez, je vous laisse la parole. Et puis moi, je vous dis encore une fois, je serai juste l'intermédiaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et je les poserai donc à Charles et à Olivier. Merci Christian. Bonjour à tous. Je suis Charles Béguédé, le président d'Audacia, et à mes côtés Olivier Tonneau, qui est un des gérants de Cantonation. Euh, D'abord, je voudrais rappeler que Audacia est une entreprise cotée en bourse, qui est une entreprise qui exerce ses activités dans les services financiers Mhm, et notamment dans le métier du capital investissement, qui est une classe d'actifs qui est en forte croissance, vous le savez. Au sein de l'industrie financière globalement, qui gère des centaines de milliers de milliards de dollars dans le monde, parce qu'on en a besoin pour préparer nos retraites, eh bien, mhm. il y a une classe d'actifs qui est, il y a le coté, que vous Oui. connaissez bien, Christian, et il y a le non-coté. Et le non-coté, donc on appelle ça le capital investissement. Alors là, il y a plein ensuite de sous-catégories. Et nous, Audacia, on a trois métiers. On fait le financement immobilier, Mhm, on fait le capital développement et là c'est plutôt en France, donc PME mhm, française qu'on fait grandir, c'est notre mhm, métier historique. Et mhm. puis on a la deep tech, donc le venture, alors en français capital risque, donc c'est un métier que je fais depuis près de 25 ans pour mes propres capitaux, et depuis 5 ans je le fais dans Audacia pour proposer à des épargnants et des investisseurs institutionnels des thématiques, des stratégies d'investissement originales. Et c'est notamment la raison pour laquelle on a décidé de créer plusieurs verticales dans la deep tech. C'est quoi la deep tech? Mhm, En fait, c'est la combinaison de la science et de l'ingénierie. mhm. C'est-à-dire que, en fait, le monde fait face à de très très grands défis. Le défi climatique, le défi Oui. énergétique, le défi démographique et beaucoup d'autres. Et donc, face à ces défis, il y a des mutations technologiques majeures qui sont en train de se produire, et quelque part, c'est une solution à ces défis. Parce que on va en parler dans un instant, la révolution du quantique, mais il y a aussi une vraie seconde jeunesse dans l'industrie spatiale. Oui. Et il y a aussi une révolution qui est en train de se produire dans le nucléaire et dans les nouvelles énergies Mhm, pour nous permettre de répondre aux défis de la transition énergétique. Et donc la deep tech, finalement c'est de la tech, mais qui va chercher plus profondément à construire les innovations qui vont être proposées comme solution à des défis majeurs. Donc, on va s'intéresser à des marchés très importants en termes de chiffre d'affaires potentiel, mais en utilisant finalement des innovations qui viennent de la science fondamentale, qui mhm. ont fait l'objet de travaux pendant des décennies. Mais cette phase, elle est faite. Et maintenant, il faut transférer du laboratoire de recherche fondamentale ces innovations pour en faire des applications industrielles et commerciales. Et c'est là qu'on intervient, c'est là qu'intervient l'acteur qui est le financeur de Deep Tech. Et Audacia, finalement, depuis 5 ans, a construit une spécialisation, une crédibilité sur ce financement de la Deep Tech, avec notamment le fonds Cantonation. Je devrais dire les fonds, parce que vous allez voir qu'il y en a un deuxième qui est en train de venir, Mhm. qui a permis et qui fait que Audacia, à travers Cantonation, est un des premiers acteurs dans les technologies quantiques au monde, mais je préfère laisser Olivier intervenir là-dessus dans un instant. Et puis, rapidement, on a également aussi
et j'y reviendrai tout à l'heure, lancé une autre verticale de deep tech dans le domaine de l'aérospace, donc du new space en français, donc quelque part le renouveau de l'économie spatiale et les nouvelles mobilités aériennes. Et là, c'est un fonds qui s'appelle Expansion, qui est en cours de levée actuellement, mais qui a déjà constitué un portefeuille d'une dizaine d'entreprises sur lequel je reviendrai tout à l'heure et qui se développe très vite. Pourquoi? Parce que quelque part, le nombre d'objets en orbite va être multiplié par 100 dans les 10 années qui viennent. Il faut les fabriquer, les lancer, dialoguer avec eux, éviter qu'ils se percutent les uns les autres. Donc il y a un énorme besoin de nouveaux services, de nouveaux acteurs dans cette nouvelle révolution spatiale. C'est ça qu'Expansion entend accompagner. Et puis enfin, il y a une troisième verticale au sein au sein de ce métier de deep tech d'Audacia. C'est un fonds dédié à la transition énergétique qui est un peu moins avancé, mais sur lequel on travaille. On a déjà rassemblé un début d'équipe et qui travaille sur le nucléaire, l'hydrogène, le sujet du stockage de l'énergie et l'efficience énergétique, évidemment. Et là aussi, donc, c'est un fonds qui va commencer à faire parler de lui dans les mois qui viennent. Donc, je propose maintenant de te passer la parole, Olivier, pour que tu nous parles du calcul, enfin, de technologie quantique et notamment du calcul quantique. Avec l'idée, bon, on va pas rentrer dans le détail, peut-être juste une première slide pour expliquer un peu ce qu'est la physique quantique. Alors, une nouvelle récente qui a été le prix Nobel du professeur Alain Aspect, donc qui est un chercheur français qui a fait la démonstration dans les années 80 de l'existence et de la réalité de ces propriétés de la physique quantique. Elles sont au nombre de deux. La première propriété, c'est la superposition d'états. C'est-à-dire qu'en physique quantique, on peut avoir un objet, que ce soit un atome, un ion, un électron, un photon, qui se trouve dans plusieurs états simultanément. Ça, c'est un peu contre-intuitif, mais ça a été vérifié par la théorie physique et par la pratique par Alain Aspect. La conséquence directe de ça, c'est que quand en informatique classique, on a un bit qui peut être soit en position 0, soit en position 1, en informatique quantique, on peut avoir une unité de calcul, le bit quantique, qui se trouve simultanément dans plusieurs états superposés. Et donc ça donne un caractère vraiment exponentiel au calcul, et c'est pour ça qu'on dit que les ordinateurs quantiques vont être aussi puissants. Deuxième propriété, une propriété importante qui est l'intrication, qui est le fait qu'on peut avoir des particules jumelles même à des kilomètres ou milliers de kilomètres de distance. Et ça va permettre également de faire du calcul, mais aussi de sécuriser des communications. Et l'application de ces deux propriétés permet aussi de faire des détecteurs ou des senseurs très très précis. Donc c'est une nouvelle révolution industrielle sur la base d'une capacité de calcul qui est vraiment supérieure à tout ce qu'on pouvait connaître auparavant. Alors, pour rentrer un peu, on va pas aller dans le détail, mais juste pour faire toucher du doigt un peu ce qu'est capable de faire un ordinateur quantique. Alors, il ne sert pas à faire du 1 plus 1. Ça, un ordinateur classique sera toujours meilleur pour le faire, mais il y a certains types de problèmes mathématiques qui sont particulièrement adaptés à ce type de technologie. Et les grandes classifications de problèmes qu'on retrouve, c'est tout ce qui va être optimisation combinatoire, équation différentielle, algèbre linéaire et tout ce qui est factorisation. Et ces quatre grands types de problèmes mathématiques ont des applications directes dans l'industrie. Donc ça peut être pour la factorisation. Toute notre encryption aujourd'hui est à base de factorisation de nombres premiers. Et donc on est en train de dire là qu'un ordinateur quantique suffisamment puissant pourrait casser tous les codes qu'on utilise aujourd'hui pour protéger nos données via les mobiles, dans les clouds, dans le cloud center, etc. Et donc ça veut dire que là on a tout un pan économique d'encryption, de cybersécurité qui s'ouvre parce que si l'ordinateur quantique est une opportunité pour faire de la simulation de molécules, par exemple, en pharmacie, pour inventer des nouveaux matériaux, c'est aussi une menace sur notre chiffrement actuel. Donc on va avoir aussi toute une industrie de protection des communications et de chiffrement pour à la fois tirer parti de ces ordinateurs lorsque c'est positif, mais également se protéger des menaces potentielles qu'ils peuvent représenter. Un des exemples ici, qui est une des premières applications qu'on retrouve pour le quantique, c'est en fait de faire jouer. Alors si vous voyez le petit diagramme noir où en fait
Ça, c'est ce que fait la machine Pascal, qui est une des sociétés dans lesquelles on a investi aujourd'hui. Chaque point que vous voyez entouré d'un cercle bleu, c'est un atome. Et c'est cet atome-là qui va servir à faire la simulation. Donc on est capable, c'est ça qui est incroyable, d'utiliser atome par atome des entités élémentaires pour simuler des problèmes plus complexes. Donc ces problèmes plus complexes, ça peut être par exemple un réseau électrique avec des nœuds de réseau, un réseau de télécommunications, ça peut être des molécules. Et donc on va simuler, chaque atome va simuler une composante de ce problème et on va être capable de lire directement le résultat de l'optimisation du calcul sur les atomes en eux-mêmes. Et ça, c'est pas de la science-fiction, c'est pas des ordinateurs dans 10 ans, c'est ce que fait dès aujourd'hui la société Pascal avec des applications en pharmacie, dans la finance, dans la chimie. Donc tout ça, c'est vraiment dès aujourd'hui. Alors si on s'intéresse du coup à tout ce que vont pouvoir débloquer ces ordinateurs quantiques, on a 3 grands types d'applications. La première se situe en machine learning, c'est-à-dire qu'on va utiliser des ordinateurs quantiques pour accélérer certains problèmes de machine learning, et là avec des applications directes dans tout ce qui est mobilité, finance, ou même dans le ciblage publicitaire. Une deuxième grande classe de problèmes, c'est tout ce qui est optimisation. Donc, c'est être capable de faire des meilleures optimisations parce qu'on peut utiliser plus de variables ou parce qu'on peut les faire beaucoup plus rapidement, avec des applications en finance, en gestion du trafic, dans tout ce qui est aussi ce qu'on appelle ordonnancement dans les sujets de production dans l'industrie. Et puis la dernière classe de problèmes, c'est tout ce qui est simulation. Et donc là, ça va être la découverte de nouvelles molécules. Ça peut être simuler des matériaux qui vont faire du meilleur stockage d'énergie. Ça peut être faire des simulations par exemple, Airbus a un cas d'usage qui est sur la trajectoire optimale de décollage pour les avions, de façon à consommer moins de carburant. Ouais, c'est sûr. Et donc sur tous ces sujets, on vous a remis quelques petits logos ici. Il y a déjà des grandes entreprises mondiales, EDF, Crédit Agricole, Hyundai, IBM, qui travaillent sur ces sujets de manière concrète et qui commencent à proposer des solutions qui tournent sur des ordinateurs quantiques. Voilà. Ça peut être de la... Excuse-moi, ça peut être donc de la navigation autonome, enfin conduite autonome, tout ça, ça peut être Sur tous ces sujets, voilà, sur lesquels il y a une composante de calcul très très importante et auquel un ordinateur quantique pourra contribuer en accélérant la capacité de calcul, voire même en la décuplant. Ouais. C'est tous les problèmes de recherche opérationnelle, on appelait ça ainsi autrefois, qui en fait se retrouvaient un peu dans des voies de garage dans ces grands groupes parce qu'il n'y avait pas même avec les supercalculateurs, on ne pouvait pas résoudre ces problèmes. Et donc avec une capacité d'ordinateur quantique, on peut commencer à les traiter et surtout dans les années à venir, on va avoir suffisamment de qubits pour les traiter. Donc c'est très encourageant et c'est un nouveau pan qui s'ouvre grâce à ces technologies. Donc on est, comme le disait Charles, c'est des technologies qui sortent des labos de recherche depuis quelques années. Donc on est encore aujourd'hui sur un marché qui est plus proche du milliard d'euros sur le calcul quantique, mais on s'attend à ce que ça soit un marché de plusieurs centaines de milliards à horizon d'une dizaine d'années. Donc dès qu'on va commencer à montrer que pour ces cas d'usage, on a un avantage à utiliser un ordinateur quantique, alors ça va se développer de plus en plus. Question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que finalement, parce qu'on connaît l'empreinte carbone de faire du calcul haute performance, des gros ordinateurs et des serveurs, et là-dessus, c'est un des avantages de ces technologies, c'est qu'elles consomment peu d'énergie. Donc si vous voyez un peu à droite, on a un ordinateur quantique qui est la machine qui est développée par IBM, donc qui fait la taille d'un gros frigo. L'idée, c'est vraiment de remplacer par ces machines ce qu'on trouve à gauche, qui est un centre de calcul. Ici, c'est le centre de calcul d'un pétrolier qui sert à faire de la simulation de l'imagerie du sous-sol pour faire des forages, pour trouver des gisements. L'idée ici, c'est de pouvoir remplacer cette centrale de calcul à gauche qui doit fonctionner avec, qui fait la taille de 2 terrains de foot et qui doit fonctionner avec une centrale électrique juste à côté parce que c'est vraiment très gourmand en consommation d'énergie par le type de machine qu'on va avoir à droite.
qui sont bien plus sobres et puis qui ont des capacités de calcul bien supérieures. C'est vraiment ça l'idée. Après, il y a différentes technologies. Donc là, on voit une des technologies. Pascal développe une autre technologie, mais on reste sur des échelles de taille qui sont similaires à celles que l'on voit ici. Mhm. Alors, les gens nous disent souvent, mais finalement, c'est quand même un petit peu de la science-fiction, c'est pas pour tout de suite. Et là, on a pris 3 exemples de sociétés dans lesquelles le fonds Cantonation a investi, juste pour montrer que c'est bien aujourd'hui et qu'il y a déjà des ventes de machines, il y a déjà un marché. Si on regarde la société Kunami qui est basée en Suisse, ils font des microscopes à force atomique qui se basent sur des propriétés quantiques pour faire de l'analyse de matériaux à un niveau qui est quasiment de l'atome ou de la particule. Cette société a déjà vendu 7 microscopes et vise un chiffre d'affaires de 10 millions à horizon de 2 ans. Donc ça veut dire qu'on commence vraiment à rentrer en phase industrielle. C'est plus du tout de la recherche. Si on regarde de Cryptonex Sécurité, donc qui est une société qui va qui va trouver des nouveaux modes d'encryption pour essayer de se protéger contre la menace que pourra représenter un ordinateur quantique, ils ont commencé leur premier déploiement chez des clients il y a déjà 3 ans. Et ils sont en position pour aller mettre leur logiciel sur le marché dès 2024. C'est ce qui a été indiqué par l'organisme de normalisation aux États-Unis, le NIST, comme la date à partir de laquelle, pour certaines infrastructures critiques, il faut déjà commencer à utiliser de l'encryption post-quantique pour se protéger contre la menace future de l'ordinateur. Donc on est sur un marché qui est déjà là dans ce domaine également. Et puis dernier exemple, c'est l'exemple de Pascal. Belle société française qui vient de clôturer une levée de fonds d'une centaine de millions d'euros. Pascal a d'ores et déjà vendu 2 machines qui vont être intégrées dans des centres de calcul haute performance en France et en Allemagne. Il y a d'autres machines qui sont en cours de discussion pour des ventes. Et puis, ils ont amorcé des collaborations avec une vingtaine de grands groupes industriels dans le monde, des groupes aussi divers que Siemens, Crédit Agricole, des groupes dans la pharmacie, dans l'énergie, EDF par exemple aussi. Donc voilà, tout ça pour dire que on est bien dans une technologie qui est certes en cours de développement et qui fait des pas de géant chaque année sur le plan de la technique, mais qui d'ores et déjà commence à devenir opérationnelle, trouve ses marchés et trouve ses clients. Ça répondra peut-être à la question que vient de poser un participant. Où en est-on vraiment aujourd'hui au niveau de la mise au point de cet ordinateur quantique? Bon, on a déjà des machines qui fonctionnent, hein, et qui d'ailleurs sont accessibles via le cloud. La machine Mhm. d'IBM est accessible sur Amazon Web Services, sur Azure, sur OVH. Non, IBM pas sur OVH, mais en tout cas les machines françaises Candela et Pascal sont accessibles sur OVH, Azure et D'accord, OVH Cloud, donc d'accord, la cyber. commencer à les tester. On Ouais. peut déjà faire tourner des algorithmes Ouais, sur ces machines, certes imparfaites, qui font encore des erreurs, ah mais oui, oui. qui tournent, qui existent, dont certaines sont vendues à des clients dans des centres de supercalcul. Et puis, en parallèle, ces machines évoluent chaque année et donc remplacent les précédentes dans les centres de calcul où elles ont été installées. Et là, Pascal donc annonce qu'ils vont franchir la barre des 300 qubits cette année et des 1000 qubits l'année prochaine. Donc c'est vraiment un des leaders mondiaux de l'ordinateur quantique. Et c'est une chance, une grande fierté pour Cantonation d'en être un des actionnaires. C'est une chance pour la France aussi, pour l'Europe, de compter Pascal parmi ces leaders du quantique. Et l'Europe n'est pas complètement loin derrière Loin derrière. les Chinois et les Américains. On est dans la course, il y a une espèce de compétition, une Mm. émulation, et on n'est pas les derniers, loin s'en faut. Mm. Pascal est vraiment dans les tout premiers acteurs mondiaux. Mm. Alors, juste une petite question de la part d'un participant. Est-ce qu'il y a des entreprises du CAC 40 qui misent sur cette technologie? Alors, je pense que vous avez déjà cité un tout petit peu tout à l'heure qui étaient intéressés. On a parlé de Crédit Agricole. Est-ce que Atos, par exemple, serait éventuellement intéressé? Est-ce que, bon, vous avez parlé d'Airbus? Alors, Atos, ils sont intéressés à plusieurs titres, puisque d'abord, ils sont concepteurs de centres de calcul, donc ils vont être amenés à intégrer des machines
quantique dans les centres de calcul qu'ils conçoivent. Et puis la deuxième façon, ils ont mis au point un simulateur d'ordinateur quantique qui permet à des gens qui n'ont pas encore de machine ou accès à des machines de commencer à développer des logiciels et se familiariser avec la façon de travailler pour un ordinateur quantique. Donc, ils ont ces machines-là qui permettent aussi par ailleurs de faire ce qu'on appelle de l'orchestration de workflow, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de diriger un calcul sur une puce classique lorsque la puce classique est la plus efficace et sur un ordinateur quantique quand certaines parties du calcul ont intérêt à être utilisées, à être faites sur un ordinateur quantique parce que c'est plus efficace. Et donc ça, la QLM Datos permet de faire ce genre de choses également. D'accord. Donc, je pense que dans Après, toutes les entreprises du secteur, même comme Dassault Systèmes, tout ça, ça oui, oui. seront amenés, bien évidemment. Toutes les entreprises, toutes les grandes entreprises mondiales, européennes et en particulier françaises, et donc le CAC 40, ont désormais quasiment toutes une équipe qui Oui. fait de la veille sur ces sujets et qui commence à s'emparer du sujet, même Mm. chez LVMH ou chez Saint-Gobain. Enfin, c'est pas forcément les entreprises les plus hautement technologiques qui commencent à comprendre que ces processeurs quantiques vont permettre de résoudre des optimisations qui étaient impossibles autrefois. Donc, D'accord. ça concerne tout le monde. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, alors, juste donc, un point pour finir sur Canton Nation. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fonds 1 continue à investir, mais il a quasiment fait le plein au niveau de ses Mhm. lignes. On est quasiment à 25 lignes d'investissement. Donc, on va continuer à accompagner les entreprises qui sont dans le portefeuille. Et c'est la raison pour laquelle, en revanche, s'il y a d'autres entreprises, on a envie de continuer à faire notre job d'accompagner de nouvelles startups en France, en Europe et dans le monde. Et c'est pourquoi on lance le Canton Nation 2 pour pouvoir faire ce métier qu'on fait bien, on essaye de faire bien, de détecter les pépites lorsqu'elles sont encore, les technologies lorsqu'elles sont encore au labo, mais qu'elles sont mûres pour passer à la startup et de faire du studio, du pré-amorçage, de l'amorçage, de la série A, de la série B, dans ce fonds Canton Nation 2 qui aura 2 fois la taille de son petit frère Canton Nation 1. Alors, Voilà. justement, est-ce que vous pouvez juste, pour les auditeurs, préciser un tout petit peu, parce que je pense que c'est le chemin classique pour une startup, c'est ça, il y a le pré-amorçage, donc vous appelez ça le pré-seed, après il y a le seed, il y a les C'est séries A, ça. éventuellement la série B. Est-ce que vous pouvez juste dire deux, trois mots là-dessus, afin qu'ils comprennent bien, parce qu'en fait, vous intervenez vraiment au début. Avec, au départ, il y a les collectivités locales, voire nationales, etc. Et vous arrivez à ce moment-là. Après, vous pouvez, je crois voir aussi coopérer avec les entreprises pour carrément les amener au bout. Comment ça se passe? Oui, oui, il y a différents stades de maturité des entreprises. Donc, typiquement, il y a l'amorçage ou pré-amorçage. Hmm. Donc là, c'est quand, alors nous, les sociétés naissent dans les labos universitaires en général. Donc, c'est quand les chercheurs ont décidé, parce qu'ils ont une techno intéressante, de la sortir du labo et de créer une entreprise. Et donc là, si on rentre en pré-amorçage, on est les premiers investisseurs aux côtés de ces chercheurs pour financer les 2 premières années. En général, dans notre secteur, ça correspond à passer d'un prototype qu'on avait en labo à une vraie machine, et D'accord? puis en parallèle, commencer à développer les cas d'usage. Donc là, c'est la période qu'on appelle amorçage ou pré-amorçage. Hmm. Ensuite, à partir du moment où on a une machine et on commence à avoir des clients qui s'y intéressent et des premières collaborations, là, on va arriver à ce qu'on appelle en série A. Mhm. Donc là, ça va requérir des financements un peu plus important, de l'ordre de 5 à 20 millions d'euros, parfois même un peu plus. L'idée étant de transformer ce prototype, d'abord d'être capable de le répliquer, de continuer à l'améliorer, puis de commencer à passer à une échelle pré-industrielle. Et puis en parallèle de ça, on va essayer de trouver non plus un ou deux clients, mais plusieurs types de clients sur plusieurs cas d'usage. Et puis après, on arrive dans des séries un peu plus matures, série B, série C, où on va commencer à parler d'internationalisation, même si dans notre secteur, c'est vrai que les sociétés sont quand même par nature rapidement internationales, hein. Ouais. Hmm. Et donc, on arrive après dans ces séries B, C et D, et puis bah, une fois qu'on a levé suffisamment d'argent pour avoir une machine, plusieurs types de clients sur plusieurs cas d'usage, la capacité de fabriquer beaucoup de machines en parallèle, peut-être que la société effectivement est prête à ce moment-là pour une IPO. Bon, c'est un Mhm. chemin qui peut prendre entre, enfin, allez, au minimum 5 ans et jusqu'à 10 ans.
en Mm. fonction des sociétés. Vous êtes un petit peu comme des, on va dire, des business angels qui interviennent exactement aussi à peu près à ces niveaux-là. On est un investisseur de long terme et effectivement, alors nous, on a la particularité de rentrer aussitôt que des business angels. C'est vrai que la plupart de nos collègues rentrent en général un petit peu plus tard. Mm. Et on Et va- si jamais une entreprise ne correspond pas à vos critères, au bout d'un certain moment, vous n'hésitez pas à la sortir ou comment vous faites? Ouais, c'est un métier effectivement assez risqué où bah, toutes les sociétés n'iront pas au bout. Donc on a en général l'idée dans un portefeuille d'une vingtaine de sociétés, Mhm. on a une ou deux stars sur lesquelles bah, là Ça on marche met le tout seul. paquet. on met le paquet, on Voilà. essaye d'investir le plus. Et puis après sur les autres, bah, on a des sociétés qui se valorisent bien, mais qu'il faudra peut-être revendre un petit peu plus tôt. Et puis, bah, on est sur un métier très risqué au départ, donc on a aussi des sociétés qui vont péricliter après. L'échec existe et c'est presque nécessaire. Il en faut, bien sûr. Ça fait avancer les choses. Ça Juste serait- une question de Ruben. Alors, je ne sais pas si vous pourriez répondre comme ça, mais est-ce que vous pouvez nous donner rapidement une bibliographie sur le développement de software dans les machines quantiques? Alors, je réponds pendant qu'Olivier se prépare pour la question. É- Écoutez, alors il y a plein de sites ou de liens qu'on pourrait vous donner qui font un peu l'inventaire de tous les algorithmes et donc tous les softwares quantiques qui peuvent tourner sur les machines existantes ou sur les machines à venir. Il y a un vrai zoo en fait de tous les softwares quantiques. Mhm. Depuis 1990, c'est développé. Les mathématiciens, les algorithmiciens ont énormément travaillé sur ces softwares très, très différents des softwares Mhm. actuels. C'est toute une chorégraphie qu'il faut penser pour que, quelque part, la solution émerge de la puissance de ces ordinateurs quantiques, de ces qubits qui, lorsqu'ils sont en nombre n, permettent en effet d'avoir simultanément deux puissances n Mhm. configurations. Et donc, parmi ces deux puissances Possibilité. n, il va y avoir la solution. Le problème, c'est D'accord. comment la trouver. Et donc, Mhm. l'algorithme consiste à créer des interférences destructrices pour les mauvaises solutions et des interférences constructives pour les bonnes solutions. Mhm. Bon, une fois qu'on a dit ça, on va pas non plus y passer des heures là maintenant, mais il y a Oui, plein oui. de documentation qui existe. Bien sûr, sur notre site internet de cantonation, il y a tout ce qu'il faut pour en savoir plus. Il y a énormément de publications sur le sujet et donc beaucoup d'algorithmes. Ouais, moi, je pensais à peut-être au site d'Olivier Ezrati, Ah oui, bonne idée. qui en fait est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ces domaines de l'informatique quantique et qui en a fait un livre qui est en accès gratuit, et qui recense l'ensemble des technologies, qui explique le fonctionnement Ouais. de l'ordinateur quantique et également bah, le type de problème et le type d'algorithme qu'on peut faire passer sur ces ordinateurs en fonction des Ouais. technologies. Là, je pense qu'il faudra donner le lien, mais c'est vraiment un ouvrage très très complet et une fois qu'on a regardé ça, on a pu Olivier passer par Zrati. vraiment lire. D'accord. Olivier OK. Strati, absolument. Zrati. Et, D'accord. il y a notamment le fameux algorithme de Shor, qui est ce mathématicien qui vit toujours, Peter Shor, et qui Mhm. a imaginé un algorithme qui permet de casser, donc de trouver les facteurs premiers d'un très grand nombre, Mhm. et ce en quelques minutes, alors que théoriquement, même avec les supercalculateurs les plus puissants de la planète, il faudrait des milliards d'années. Donc, évidemment, Mhm. c'est angoissant, c'est anxiogène, mais c'est aussi fantastique de penser que peut-être on pourrait Mhm. casser les secrets des autres. Bon, alors il y a la parade, hein, c'est clair. Attention au secret défense, Oui, oui, surtout, mais c'est pour ça surtout qu'il actuellement. y a une cryptographie post-quantique, donc qui est résistante à un ordinateur quantique, D'accord. ce qui est Ah oui, possible. d'accord. Donc il y a quand On a même une déjà, sécurité. Ouais. on travaille sur le glaive, mais on a le bouclier. Donc, D'accord. mais juste pour Ok. rassurer quand même les auditeurs, enfin, ou les inquiéter, je ne sais pas, mais c'est que ces machines, elles sont quand même pas pour tout de suite, puisque, il faudrait quelques milliers de qubits parfaits pour pouvoir les faire tourner. Or, Hmm. actuellement, les qubits n'ont pas la qualité suffisante. Donc, mais ça peut venir d'ici 5 10 ans. Donc, D'accord. tout le monde y travaille. Voilà. D'accord. Alors, si vous voulez, on pourra revenir hein, sur le sujet quantique, mais on peut maintenant passer à cette Oui, autre oui. verticale qu'on avait prévu
Bien de sûr. monter aujourd'hui, qui est le spatial, le New Space et les nouvelles mobilités aériennes. Donc ça, c'est une autre verticale qui se développe chez Audacia à Mhm. travers le fonds Expansion. D'accord. Et donc, en fait, comme je le disais en introduction, le développement de la puissance des microprocesseurs, la miniaturisation des composants, le Mhm. fait de pouvoir réutiliser les matériels et, disons, les progrès technologiques en général ont permis d'abaisser le coût de l'envoi d'une masse en orbite Mhm. basse, et de D'accord. façon très importante. Évidemment, ceci a été magnifiquement illustré par SpaceX Mhm. et Elon Bien Musk. sûr. Mais donc maintenant, c'est en train d'arriver de façon massive dans le monde entier et notamment en Europe. Et ça va se traduire par une augmentation énorme du nombre de satellites, d'objets en orbite, notamment en orbite basse, pour pouvoir faire des constellations, c'est-à-dire Mhm. un groupe de centaines de satellites qui vont observer la Terre dans toutes les fréquences pour mesurer la pollution ou au contraire la lutte contre les progrès contre cette pollution, pour aussi prévoir les feux de forêt ou différentes applications en agriculture. Il va y avoir aussi des constellations de connectivité qui vont permettre de mieux connecter les hommes, les femmes, les uns avec les autres, les objets aussi, les automobiles, enfin tout ce qui peut, tout ce qui fait nos vies en fait. Et puis on va avoir les constellations de géolocalisation. Et tout ça, ça fait que le nombre de satellites va être multiplié par 20, 30, 100 dans les 10 ans qui viennent. Donc actuellement le stock, on est à 4000 ou 5000 satellites. C'est en train d'aller très vite vers 10 000 Mhm. avec le développement de Starlink. Et on va passer à 800 000. Donc ça veut dire qu'il faut les fabriquer, Mhm. il faut les lancer, il faut Réparer. échanger des informations avec eux. Il faut éviter qu'ils se percutent les uns les autres. Donc, C'est déjà, ouais. c'est toute une série de métiers qui se développent. Et donc, il y a plein de personnes, d'ingénieurs qui étaient dans des grands groupes, qui décident de quitter et de créer leur propre structure. Et Mhm. c'est tout l'intérêt de cette phase de New Space dans laquelle on est rentré, où l'entrepreneuriat est en train de complètement changer la donne et permet d'inventer de nouveaux services, de profiter de ce rebond de l'industrie spatiale. Et donc, Expansion entend accompagner ces entrepreneurs en Europe. Donc, c'est un fonds de 300 millions Mhm. dédié à l'Europe et qui va intervenir là aussi du préamorçage jusqu'à la série B D'accord. auprès de ces entrepreneurs. C'est un fonds européen. Nous avons noué un partenariat avec des Suédois qui sont très bons sur le spatial et en plus de bons entrepreneurs. Et donc, nous sommes avec un bureau à Paris, un bureau à Stockholm. Mhm. Expansion a déjà commencé à investir en plein développement. On a des entreprises dans le domaine des micro-lanceurs, dans le domaine du cargo spatial, de la Mhm. fabrication en orbite. On a deux boîtes qui mesurent aussi font des cartographies des débris en orbite, Mhm. justement pour éviter que des satellites percutent ces débris, Éventuellement les récupérer. Et éventuellement puis, les récupérer. les Donc détruire. beaucoup de choses. Donc il y a évidemment un boom aussi dans l'utilisation des données spatiales. Mhm. Beaucoup d'applications. Il Oui, faut bien sûr. d'ailleurs, on a investi dans une boîte qui est basée à Pertuis en Provence. Et eux, ils mesurent les turbulences de l'atmosphère Mhm. pour pouvoir transmettre des données du satellite vers la Terre par laser. Ah oui. Donc, ce qui est très intéressant parce que quand c'est par voie en radiofréquence, ça peut être piraté et il y a moins de débit. Donc, bon, écoutez, je ne peux pas non Oui, plus oui, oui, non, aller mais. tout décrire. Vous voyez ici à l'écran un slide qui nous montre que le potentiel, en effet, est très important. D'après bon, les grandes banques d'affaires et les grands cabinets spécialisés, on voit bien qu'il y a les experts s'attendent à une explosion du marché spatial mondial et européen, et également aussi du marché des nouvelles mobilités aériennes, parce que ce fonds investira aux deux tiers sur le New Space, mais aussi un tiers sur les mobilités aériennes. C'est quoi les mobilités aériennes nouvelles? C'est l'avion décarboné, Mhm. c'est les eVTOL, donc ces avions à décollage vertical et atterrissage vertical.
avec des fans alimentés par des Oui, moteurs on a vu électriques. ça. Ouais. Et c'est aussi les drones, bien sûr. Donc, Mm. avec des applications duales, civiles et militaires. Donc, beaucoup de et en plus, il y a toutes les startups, tous les marchands de pelles et pioches de ces gens. Mm. C'est ce qu'on appelle les technologies habilitantes. Il y a un énorme marché là aussi. Donc, en conclusion, nous, on est très content de ce portefeuille dans Expansion parce qui est en forte croissance. On est en train d'avancer dans notre levée de fonds pour arriver vers un first closing, on espère, à l'été. Donc, je reviens sur Cantonation. Là aussi, on espère un first closing du fonds Cantonation 2 cette année. Et, euh, et puis, il y a le fonds aussi dédié à la transition énergétique avec une verticale dédiée au nucléaire de nouvelle génération, c'est-à-dire la fission de quatrième génération avec les réacteurs à sel fondu, euh, mais aussi la fusion nucléaire. Alors, on va Mhm. être prudent là-dessus. Mm. On va pas tout mettre sur le rouge, mais on va quand même suivre, accompagner peut-être un ou deux projets de fusion nucléaire et surtout les marchands de pelle et pioche de ces gens, parce que ces acteurs de la fusion nucléaire qui ont levé beaucoup d'argent ces derniers temps, notamment aux États-Unis, ils ont besoin pour ceux par exemple qui ont besoin de confiner le plasma qui va permettre la fusion, eh bien, ils ont besoin d'aimants très puissants. Et pour ces aimants, ils ont besoin de rubans supraconducteurs. Et eh bien, on est en train de regarder une opportunité dans la fabrication de ce ruban. C'est une boîte allemande très intéressante dans laquelle on va sans doute investir. Et donc ça, c'est typiquement le marchand de pelle et pioche qui, lui, va faire du chiffre d'affaires et des profits à brève échéance, alors que l'acteur de la fusion, on lui souhaite le meilleur, mais la probabilité de succès est moindre. Voilà. Donc voilà un peu la transition énergétique vue par la deep tech sur laquelle on est en train de travailler. De façon générale, donc la deep tech, c'est ça, c'est s'appuyer sur quelque part, c'est identifier un défi majeur. Mhm. Et il y en a beaucoup en ce moment. Identifier aussi une mutation, une révolution technologique également majeure qui est en train de sortir de la recherche fondamentale du labo et être là au bon moment et faire confiance, détecter les bons scientifiques, les bons CEO aussi, les bons managements et créer avec eux une start-up et l'accompagner jusqu'à la série B au moins. Et c'est comme ça que ça peut être fortement créateur de valeur pour nos souscripteurs de nos fonds. Justement, j'allais vous poser la question, comment vous sélectionnez en amont, justement, dans telle ou telle entreprise, que ce soit donc, la Suisse, la Belgique, la Suède, la France, vous avez bien des critères de sélection à deux entreprises égales, on va dire, ou on va dire technologies quasi similaires. Enfin, je sais pas, vous avez bien des critères de sélection. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Comment vous sélectionnez, donc, du coup, ben, une entreprise dans laquelle vous allez pouvoir investir ou qui fera partie du fonds, par exemple, spatial. Alors, Oui, non, mais vas-y, Alors, réponds pour le je vais donner quantique. l'exemple pour le quantique. Donc, pour le quantique, on a constitué une C'est la même équipe chose. d'investisseurs, mais qui est à moitié composée de physiciens quantiques et à moitié composée d'investisseurs. D'accord. On a la capacité d'avoir des gens dans l'équipe qui ont été chercheurs dans une vie Mhm. précédente et qui sont capables de faire des due diligence très poussées sur des technologies en particulier. Donc, si on a, nous, détecté une technologie qu'on trouve intéressante, Mhm. on va aller voir partout dans le monde quelle est la meilleure équipe qui travaille sur cette technologie. Elle peut se trouver à l'Institut d'optique ou au laboratoire Kessler-Brossel en France. Elle peut se trouver au MIT ou à Harvard, à Cambridge, à Oxford. Mais on a, nous, dans l'équipe, la capacité, des gens qui savent aller trouver ces équipes-là, leur parler. Et puis derrière, une fois qu'on a validé le fait que cette technologie était intéressante. Et on a l'avantage dans tous ces domaines d'avoir des publications abondantes, c'est-à-dire chaque avancée technologique fait l'objet d'une publication dans Nature, dans Science. Il y a des articles scientifiques et donc on est capable de comparer différentes technologies entre elles dans différents endroits du monde. Donc, premier sujet, c'est est-ce qu'on a vraiment le contenu scientifique que nous, on trouve suffisant ou le meilleur du monde pour développer ces technologies. Ensuite, deuxième priorité, c'est l'équipe.
Est-ce qu'on pense que l'équipe qui va créer et Mhm. développer ces technologies dans la société, bah, c'est la bonne pour faire ça? Et puis troisième, ben, après c'est aussi notre job, hein, c'est les aider à grandir, les aider Mhm. à apporter les bonnes compétences autour de la table pour aller chercher des clients, pour aller commencer à travailler sur le business développement, etc. Absolument. Et D'accord. Alors, j'ajoute aussi, j'ai quand même que dans notre équipe, donc on est tous les deux gérants de cantonation. Il y a un troisième, c'est Christophe Jursac. Et Christophe, mhm. il est docteur en physique quantique. Donc, et il a fait sa thèse avec un certain Alain Aspect. Et Alain Aspect, qui a eu le prix Nobel de physique en fin d'année dernière, ça tombait assez bien, je dois dire. Il est chairman de notre board scientifique. Donc, ça aide aussi pas mal. Donc voilà, D'accord. je dirais, en interne, C'est-à-dire qu'il y a des références. ouais. On a des partenaires dans le monde entier. Et puis en plus, on a les CEO et les CTO des startups dans lesquelles on investit qui sont autant. Donc plus on avance, plus on devient intelligent, plus on est bien équipé. Et c'est ce qui fait qu'on devient une référence, et un D'accord. investisseur de capital risque de référence dans le domaine du quantique. Et c'est la même méthode qu'on utilise dans le spatial. Donc nous avons constitué une équipe avec des experts qui sont les sachants, qui ont travaillé chez Airbus, chez Safran Mhm. et autres. Et donc, et on a des partenariats avec le CNES, avec l'ONERA, avec là aussi dans le monde entier Oui, bien sûr. les meilleurs scientifiques. Et puis ensuite, bah, on analyse les startups qui viennent nous voir. Comme on est quasiment un des seuls acteurs de société de capital risque à investir sur cette thématique à l'échelle européenne, euh, bon, on n'a pas de problème de deal flow. Et plus on voit des boîtes, j'ai déjà vu 200 boîtes dans le spatial depuis un an, eh bien plus on en voit, plus on progresse dans notre learning curve et Oui. pour savoir ceux qui sont sérieux ou pas. Oui, ceux qui sont plus ou moins ça. Alors, juste une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Un investissement comme ça, ça dure combien de temps pour vous quand vous investissez comme ça dans une entreprise? Ça peut durer combien de temps? Qui est là Voilà, plusieurs la fois la durée du fonds, question. c'est une durée enfin, le fonds va durer 10 ans, mais donc ça veut dire que peut-être que les sociétés qui se feront racheter le plus tôt enfin, resteront dans notre portefeuille au moins 6 ans. Avant ça, c'est difficilement envisageable, même si on a déjà eu Mhm. deux sorties sur Cantonation, hein, deux boîtes qui se sont fait racheter. Mais bon, l'horizon de temps, il est plutôt 8 à 10 ans sur ces technologies-là, parce que bah, quand on part de la création de la société et en plus sur des technologies qui sont encore enfin, en cours de progression, de développement d'ingénierie, c'est sûr que ça prend un peu de temps. Mais c'est pas, c'est bien 10 ans parce que même si toutes les entreprises dans lesquelles on investit et qu'on accompagne ne seront pas toutes profitables à cet horizon-là, beaucoup auront été consolidées, entre guillemets, soit entre elles, soit par des industriels, soit par des fonds qui investissent en série C ou D plus tard, et aussi et auront été rachetés dans des traits de sel par des grands industriels parce que ce sont des briques technologiques indispensables. Il va y avoir du M&A bien avant que toutes ces entreprises soient rentables et capables ensuite éventuellement d'aller en bourse. Mais vous savez que la bourse, c'est parfois, hélas, pas toujours adapté à la très haute technologie tant qu'on n'a pas une bonne prévisibilité au moins du chiffre d'affaires. Voilà. Mhm. Ouais. Euh, j'ai déjà donné plusieurs fois. Je sais que c'est un instrument qui n'est pas adapté à toutes les startups, à toutes les entreprises, surtout en deep tech, lorsqu'on est au début de sa vie technologique et qu'il y a encore beaucoup d'étapes à franchir. Oui, oui, c'est ça. Mm. C'est un peu comme une bibliothèque en phase un, 2, 3. Ouais, exactement. Et vous avez Et, pré-seed, seed, série A, série B. il faut C'est un faire petit peu attention. pareil, quoi. Donc le non-coté, c'est parfois mieux de rester non-coté dans ces phases où on n'est pas encore on maîtrise pas encore complètement euh, la technologie, qu'on est encore en niveau de TRL, bon, pour jargonner, le Technology Readiness Level, tant qu'on est encore en niveau 3, 4, 5, il vaut mieux pas aller en bourse, à mon avis. Mm. Donc voilà, alors on a un peu bon, on a fait notre pitch de Deep Tech. Bon, on pourrait en parler encore Bah pendant des oui, oui, heures, oui, hein. oui, parce que Vous bon, bon, il y voyez a, bien. voilà, donc après, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions déjà sur Audacia, allez-y, n'hésitez pas, hormis des questions un peu personnelles ou comme ça, là, je ne pourrais pas poser. Mais si vous voulez, est-ce que vous avez des questions, n'hésitez pas, ils sont là.
Charles et Olivier, allez-y. Je vais avoir des. Donc Audacia est très heureuse de compter ce pôle de deep tech en son sein. Donc, même si on doit parfois ouvrir le capital hein, des filiales, donc on n'a pas 100% du capital, mais on essaie de consolider au sein du groupe ces activités. Et, euh, Mhm. et donc, eh bien, ceci devrait être créateur de valeur à terme et nous renouvelons notre objectif de viser 1 milliard d'euros d'actifs gérés à l'horizon 2025. Je pense que je suis très confiant qu'on y arrivera. Et, ça, Ouais. et Audacia. Alors récemment, Christian, vous disiez que j'étais PDG. En fait, je suis plus PDG, je suis juste P comme président. D'accord. Et j'ai nommé un directeur général qui J'ai un s'appelle DG. Oui, oui. Olivier de D'accord. Benefieux, Oui. qui nous a rejoints et d'autres personnes nous ont rejoints pour muscler un Mm. peu parce que Ouais. l'entreprise se développe bien et il faut staffer. Et en plus, comme je suis gérant de 2 fonds, euh, à un moment, ça faisait trop, quoi. Je pouvais pas être PDG et gérant de 2 fonds, ça prend beaucoup de temps. Ah Et, ben oui, il faut savoir aussi, hein. et je pense que mon énergie est mieux utilisée ainsi Mm. pour le développement de l'entreprise. Ouais. Alors juste une petite question quand même, est-ce que vous avez des concurrents? Enfin moi j'ai cru avoir un, mais bon, est-ce que qui est coté? Est-ce que vous avez des concurrents? Société de gestion, au niveau des sociétés de gestion, au niveau des fonds. Ouais, il n'y avait pas IDI, un truc comme ça, non? Alors oui, il y a Euraseo, qui Raseo aussi, est un ok. grand acteur dont on a parlé récemment pour d'autres raisons. Ouais. Effectivement, ils ont un pôle de venture qui est Mhm. connu et qui a eu de beaux succès dans le digital. Il y a, vous savez, le capital investissement français est un des plus dynamiques d'Europe. Oui. Je crois qu'on est la première place européenne en la matière. En venture, donc capital risque, il y avait un peu de retard, mais on l'a rattrapé. Maintenant, depuis 10 ans, il y a beaucoup d'entreprises qui se positionnent là-dessus. C'est un peu le succès de la French Tech, hein, dont on parle Mm. beaucoup. Mais ce qui manquait, c'était la Deep Tech. Et c'est la raison pour laquelle nous, on s'est mis là-dessus avec Audacia, Cantonation, Expansion. On est très heureux de s'être un peu emparé de ce sujet. Là, on est moins nombreux. Il y a d'autres acteurs, hein. Mhm. Bien sûr, ce sont des concurrents, mais c'est surtout aussi des co-investisseurs. On les retrouve souvent avec nous dans les tours de table et on est bien content de les avoir. Je Mhm. peux citer Omnes, il y a Supernova, la filiale du CEA et d'Amundi. Et donc, on est un petit nombre d'acteurs à être des financeurs de la deep tech à travers des fonds spécialisés munis d'experts capables d'analyser les Mhm. technologies. Ok. Alors, juste pour répondre à une question de Noyo, comment investir en tant que particulier? Ben, vous le voyez à l'écran, normalement, voilà, donc c'est une valeur qui est éligible au PEA et PEA-PME, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, alors c'est Voilà. un des moyens. Alors, il y a plusieurs moyens, vous savez. C'est possible, Oui. même quand on est un particulier, on peut investir dans les fonds, mais c'est des fonds professionnels. Donc, il faut mettre beaucoup d'argent sur la table. Donc, c'est des tickets d'au moins 100 000 euros. C'est possible. Voilà. Je le dis quand même. Mais sinon, encore plus simple, on souscrira des actions Audacia. On achète des actions Audacia parce que Audacia est un des acteurs importants, donc je l'ai dit, sur ce financement de la deep tech. Donc c'est un moyen de participer à la croissance de ces secteurs Indirect. Voilà. nouveaux que sont le quantique, le new space et le nucléaire de 4e génération. Ouais. Alors après, je ne peux pas répondre, Jean-Noël, sur l'histoire du PEA-PME. J'ai fait pas mal de formations la semaine dernière sur les différents types de comptes. Mais oui, si vous voulez avoir un avantage fiscal, bien évidemment, il sera préférable de le faire via le PEA ou le PEA-PME et de le garder au moins 5 ans. Mais vous pouvez également, par contre, c'est limité. Par contre, si vous voulez mettre 1 million d'euros sur Audacia, il n'y a pas de problème. Mais sur un compte titre ordinaire. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez des boîtes américaines dans votre fonds d'investissement pour répondre à Raoul? Alors, sur expansion, on va se concentrer sur l'Europe. En revanche, sur Sur cantonation, Fondation, donc on est un fonds qui est très focalisé en termes de thématiques, mais en revanche, on a vocation à investir un peu partout dans le monde. Donc on a sur le premier fonds, sur les 23 premiers investissements, on en a 8 qui sont en Amérique du Nord, donc Canada et États-Unis. D'accord. Après, on a quelques-uns qui sont en Grande-Bretagne, et puis la grande majorité, ça reste quand même en France et en Europe.
On a aussi vu des choses intéressantes en Israël, à Singapour, et puis on commence à regarder aussi, il y a quelques créations de sociétés au Japon et en Australie, et donc ça, ce sera plutôt des cibles pour notre fonds numéro 2. D'accord. J'ai une petite question de Gérard aussi. Quand une société, d'une de vos fonds se fait racheter, quelle est la retombée pour votre, pour votre fonds en fait? Ah bah la conséquence directe, c'est que nous, on restitue avec l'argent de la cession, on restitue l'argent à nos investisseurs. Donc c'est pour ça qu'on dit que le fonds a une durée de vie de 10 ans. Si on a une société qui est vendue un peu avant ce terme-là, bah, nous, dès qu'on remonte l'argent de la cession, on le redistribue immédiatement à nos investisseurs. D'accord, ok. On le rend aux investisseurs du fonds, aux Oui, aux investisseurs souscripteurs du des fonds, parts oui, du bien fonds. sûr. Voilà. Et nous société de gestion, donc que ce soit Audacia ou que ce soit Cantonation Ventures ou demain Expansion Ventures, eh bien à ce moment-là, outre les management fees, donc les frais de gestion qui sont collectés chaque Mhm, année, il y a aussi ce qu'on appelle le carried interest qui peut mhm. s'activer en fonction de la performance réalisée. Le portage, oui, bien, c'est performance bien sûr. Voilà. J'avais une question. Est-ce que l'État français participe d'une moyenne directe ou indirectement dans vos fonds ou dans votre activité? Oui, tout à fait. L'État, à travers France 2030 et le SGPI, et donc en fait, pour être précis, le Fonds national d'amorçage 2 Ouais, a investi dans Cantonation 1, après instruction par les services de la BPI, qui est d'accord. l'opérateur financier pour l'État. Donc oui, l'État a investi dans Cantonation. Et c'est une fierté de les avoir comme investisseurs aux côtés d'industriels, de family office et de Mhm, caisses de retraite et de fonds de pension qui nous ont fait mhm. confiance. Et enfin, il est à souligner aussi que la BPI a quand même un rôle majeur dans le financement de ces sociétés Oui. innovantes. Donc non seulement ils peuvent financer des fonds, mais ils peuvent aussi financer directement les sociétés, donc soit par différents dispositifs, soit en étant actionnaire, Mhm. soit au travers de différents schémas de financement. Il y a par exemple un mécanisme qui s'appelle les French Tech Seed, qui permet à la BPI d'investir en obligations convertibles dans des jeunes Mhm. sociétés. Il peut y avoir des mécanismes de subvention ou des concours scientifiques comme le concours ILAB qui peuvent aussi apporter Mm. des financements à ces entreprises. Donc on a des modes de financement de ces entreprises très innovantes qui sont vraiment, enfin, pour le coup, parmi les meilleurs au monde. Surtout au début, c'est très puissant au début. Après, c'est plus difficile quand même à partir de la série A. Là, Mhm. c'est plus le privé qui va prendre le relais. Et c'est aussi la raison pour laquelle il faut qu'il y ait des fonds de deep tech de taille significative en Europe pour pouvoir rivaliser avec nos amis outre-Atlantique. Alors, juste une petite question. Si on devait être un jour investisseur, on va dire institutionnel ou privé, mais en apportant un certain capital, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre comme rentabilité? Quelle échéance? Est-ce que vous avez juste un exemple de rentabilité ou performance passée? Alors, la rentabilité des fonds de capital risque, elle peut être très variable, mais écoutez, ceux qui sont performants, en général, l'idée, c'est de donner une performance de plus de 2 à 3 fois l'argent, et donc on est sur des rentabilités en termes de TRI net de plus de 10 à 15%. Les meilleurs, ça va même à 20%. Maintenant, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, Sûr. n'est-ce pas? Nous, on est évidemment très, très confiants et on fait tout ce qu'on peut pour que les performances de cantonation, puis plus tard d'expansion soient au rendez-vous. Pour l'instant, c'est bien parti, mais prudence. Et puis, pour ce qui est de la rentabilité d'un investissement dans Audacia, là, c'est une entreprise qui est moins risquée puisqu'elle est rentable, mais elle n'a peut-être pas autant elle ne visera pas une aussi haute rentabilité que les fonds d'investissement qu'elle gère. Mais tout de même, on a un bon espoir. D'accord. J'ai deux autres questions qui viennent d'arriver. Est-ce que vous cherchez aussi à recruter dans des grandes écoles? Donc, je pense que vous avez répondu peut-être un tout petit peu oui, mais c'est plutôt au niveau des chercheurs, je pense. Mais bon, ou ceux qui sortent, qui ont Ouais, fait ouais, des bah, bien thèses. sûr. Bon, Audacia recrute et ses filiales aussi. On a aussi un programme de stagiaires hein, Hmm. qu'on a mis en place et qu'on combine avec le programme de recrutement de nos startups.
Donc, Mm. parce que elle recrute énormément. La société Pascal, par exemple, dont parlait Olivier tout à Mhm. l'heure, recrute beaucoup euh, des CDI et aussi des jeunes, des plus jeunes. Donc oui, oui, c'est vrai, les grandes écoles, c'est un bon vivier pour ces startups technologiques. Alors, il y a une question qui est toujours piège, que quelqu'un vient de poser, mais je ne pense pas que vous répondiez, je ne sais pas. Est-ce qu'il est prévu une augmentation de capital sur Audacia? Non, c'est pas prévu, Voilà. mais ce n'est pas exclu à jamais. Voilà. De toute façon, ça sert à ça, la bourse. Quand on a besoin d'argent, il faut Et bien oui, faire appel au marché. c'est pour ça Sinon, que on ne moi, traduirait pas en bourse. je complète juste, c'est pour ça qu'on était rentré en bourse, en effet. Ah oui. Christian, vous avez raison. C'est pour, on a levé un peu de capitaux pour faire le seeding, je cherche le mot L'amorçage. français, l'amorçage Voilà. de nos fonds, hein, parce qu'on investit dans nos propres fonds. Donc, d'ailleurs, on espère une bonne rentabilité aussi sur ces investissements. Donc, pour quelque part créer la confiance et aider ces fonds à démarrer, on investit dedans nous-mêmes avec nos fonds propres et c'est la raison pour laquelle il a fallu qu'on les renforce, qu'on les augmente à travers l'augmentation de capital qui nous a permis de rentrer en bourse. Bien sûr, avec une période d'abstention, etc. Ça, voilà, bien évidemment. Ouais. Juste un petit mot peut-être sur l'impact de la guerre en Ukraine, Oui. sur vos activités. Ah Voilà, parce oui, que je pense que. bah, je veux bien répondre. Je vois deux impacts. Il y a eu, je passe sur les sujets macroéconomiques, hein, mais je Ouais. regarde très concrètement il y a eu un impact sur la filière spatiale européenne. C'est qu'il y a plusieurs entreprises. D'abord, il y avait l'alliance avec Soyuz, qui Mhm. fait que il nous manque un lanceur, un gros lanceur actuellement, et donc cette année on va avoir deux lancements d'Ariane 5 et c'est tout. On est obligé d'attendre Ariane 6 et malheureusement il y a du retard lié au Ouais. Covid et à d'autres contraintes. Pénurie de matières premières aussi, tout ça Exactement. qui. Ouais. Qui fait que l'Europe est un peu embêtée et Mhm. ne dispose plus de gros lanceurs. C'est un vrai problème. Donc ça, c'est un premier impact de la guerre. Et un deuxième impact, c'était aussi là dans bon, c'est un peu plus technique, mais dans la chaîne d'approvisionnement des acteurs de fusion nucléaire, par exemple. Eh bien, il y avait un acteur russe très important, mais évidemment, il n'y a plus question de lui acheter ses composants. Donc, il faut se réorganiser. Donc, ça peut aussi être des Donc, du opportunités coup, pour vous nous. avez mis, pour être concret, vous avez mis peut-être terme à un début de coopération, soit avec un Russe, soit tout ça, et puis du coup, vous cherchez peut-être Non, non, nous, on n'était pas impliqués dans cette coopération, mais ça fait que indirectement, c'est l'autre par entreprise effet qui de faisait boule de ça et neige. qui, elle, est européenne, eh bien, se retrouve avec une croissance très forte de son marché. Donc, c'est très intéressant. Mhm. Bon, alors après, évidemment, moi, à titre personnel, je suis actionnaire aussi d'une entreprise française qui cultive des terres en Ukraine. Bon, bah, évidemment, ça, c'est moins rigolo. C'est vraiment une tragédie, même, Oui, parce bien que sûr, cette entreprise bon, survit, mais avec difficulté. Voilà. bien sûr. Alors, j'ai plusieurs personnes qui veulent vous envoyer leur CV, Ah, notamment ok. des Toulousains. Alors, est-ce que je sais pas, je pense que sur le site d'Audacia, il doit y avoir Oui, bah, il un y a formulaire de contact. contact à audacia.fr, c'est le plus simple. Voilà. Et- Autre petite question, est-ce que les chercheurs sont de bons communicants? Quels efforts, nombre d'échanges, je sais pas, pour convaincre Audacia d'investir? Nous, on a été. C'est vrai que toutes les sociétés dans lesquelles on investit ont été créées par des chercheurs et sont dirigées par des chercheurs Mhm. et Ou d'anciens ou chercheurs. d'anciens chercheurs. Et effectivement, je dois dire que pour certains, ils sont devenus d'excellents managers. Ils sont maintenant assez roués un peu à toutes justement, les techniques de présentation aux investisseurs. Ils savent faire de la gestion d'équipe. Ils apprennent vite. Ils apprennent vite. Après, c'est pas toujours le cas, et à ce moment-là, c'est notre rôle de leur dire de faire d'inviter un CEO aguerri qui fait mieux ce métier qu'eux. Ils le comprennent très bien et très vite. Et donc, je crois que. Mais on a vu des scientifiques, d'anciens scientifiques, devenir des fantastiques entrepreneurs, CEO très doués, maîtrisant parfaitement les aspects financiers.
il y a des programmes de formation à l'entrepreneuriat qui existent dans nos meilleures universités, nos meilleures grandes écoles, et y compris dans le monde académique, et chez les docteurs en physique nucléaire ou quantique. Et donc, certains d'entre eux ont suivi ces parcours et sont devenus excellents. Et tant mieux. Et donc, Oui, oui, oui. ils sont prêts pour la création d'entreprises et au-delà. D'accord. Peut-être une dernière question ou avant-dernière. Est-ce que vous avez prévu d'investir dans la téléphonie nouvelle génération avec le nouveau réseau satellitaire, donc dans vos fonds? Ah ben bien sûr, les constellations de connectivité, c'est l'avenir. Donc, on regarde plusieurs dossiers d'investissement. Bon, alors, bien sûr, il y a Eutelsat qui a fait Oui. son deal avec OneWeb, Orange qui regarde ça aussi de très près, mais nous avons plusieurs projets enfin, de jeunes entreprises à qui ça ne fait pas peur et qui envisagent de lancer leur propre petite constellation sur des usages un peu plus précis, plus spécialisés. Et oui, donc c'est l'avenir de la téléphonie. Mhm. L'avenir de la téléphonie, c'est le phone sat, quoi. C'est-à-dire qui cherchera en permanence l'optimum entre les réseaux terrestres et les réseaux satellitaires. Bien sûr. Et j'ajouterais que, en parallèle de ça, nous, on investit dans des sociétés qui vont développer les communications quantiques ou les réseaux quantiques de façon à sécuriser les communications contre des possibles attaques Mhm. via les technologies quantiques. Et donc, bah, ça Ouais. pourrait être aussi des technologies qui vont se déployer sur les réseaux terrestres ou aussi dans les satellites pour les communications satellitaires. Mhm. Bon, je vois qu'il n'y a plus de questions. On a fait quand même pas mal de tours, hein. Il y a eu beaucoup de questions sur un petit peu tous les sujets. N'hésitez pas, il vous reste encore peut-être 1 ou 2 minutes si vous voulez poser encore d'autres questions, mais sinon déjà merci, hein, Merci, ouais, vraiment pour voilà, l'organisation. merci déjà à tous les participants d'avoir pris du temps pour bien écouter ce webinaire. C'est vrai, c'est très intéressant, c'est l'avenir. Il y a beaucoup de mots anglo-saxons, c'est vrai qu'on a du mal à traduire un petit peu. Mais maintenant, ça y est, vous avez éclairé. Donc, vous voyez à l'écran pour ceux qui veulent, bon, ben là, c'est l'action Audacia, donc ALAUD, hein, donc éligible au PEA, PEA, PME. Ben écoutez, je ne vois plus d'autres questions. De toute façon, j'ai enregistré le webinaire, donc on le mettra sur notre chaîne YouTube si vous ne voyez pas d'inconvénient, puis on verra ça aussi avec le service contrôle. Voilà, un petit mot de la fin, Charles, Olivier? Eh bien, écoutez, moi, petit mot de la fin, je dirais que faisons un peu de patriotisme économique européen. En tout cas, je crois que l'Europe n'a pas dit son dernier mot. C'est vrai que on peut parfois être un peu déprimé Oui. aux nouvelles, mais face à tous ces défis, je vois des solutions. Je vois des solutions dans ces mutations technologiques majeures, dans lesquelles l'Europe est parmi les tout premiers, au tout premier plan. Et je rêve, je formule le souhait de voir bientôt parmi les grandes deep tech mondiales, eh bien, quelques entreprises européennes et qui sait, peut-être qu'on verra certaines que Audacia et ses partenaires, Cantonation, Expansion, auront contribué à accompagner. Ok, ben écoutez, merci beaucoup Merci de Charles, votre merci attention. beaucoup Olivier, merci à tous les participants hein, d'avoir posé vos questions, souvent très pertinentes. Voilà, ben écoutez, merci beaucoup, bonne fin d'après-midi et ben, je vous dis bon courage, peut-être à bientôt. Bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Allez, merci, bon Au après-midi, au revoir. revoir. Au revoir, au revoir.